En 1989, le Parti communiste chinois a choqué le monde par ses actions. En Chine, la volonté du peuple a été contrecarrée par la volonté du gouvernement du peuple. Tard dans la nuit à Pékin, ce matin à notre heure, une direction divisée du Parti communiste a finalement décidé qu'elle en avait assez. Selon lui, l'anarchie à Pékin devrait cesser. Pendant les prochains jours, la place Tiananmen devient une île de liberté. La liberté d'expression prévaut. Ça ne durera pas. Les manifestations pro-démocratie en Chine menaçaient le pouvoir du Parti communiste, les effrayant. Tellement effrayés que le Parti communiste chinois a décidé de lancer une attaque contre ses propres citoyens pour faire taire les manifestants. Au cours de ce processus, des milliers d'étudiants chinois innocents ont été tués et des milliers d'autres ont été blessés. Eh bien, que diriez-vous si je vous disais que la situation en Chine devient étrangement similaire à ce qui s'est passé à l'époque ? Beaucoup d'entre nous associent les manifestations de la place Tiananmen à un homme de tank ou à la démocratie. Mais ce n'est pas ce qui a commencé le mouvement. En fait, cela a commencé à cause de l'économie et du chômage. Plus précisément, le chômage des jeunes. Maintenant, nous savons que c'était déjà mauvais, mais avec les tarifs, ça empire. Oh mon Dieu, je n'aurais jamais pensé que trouver un emploi en 2025 serait plus difficile qu'en 2024. J'ai un ami de Zhejiang qui s'est plaint à moi il y a quelques jours. Il a dit que tout leur département a été licencié. Il travaille dans cette entreprise d'État depuis la fin de ses études. Nous pensions tous que c'était un emploi sûr, mais qui aurait pensé qu'on leur a dit de trouver un nouvel emploi en 30 jours? Il était complètement stupéfait car personne ne s'attendait à ce que même les emplois dans les entreprises d'État puissent être aussi instables. Le chômage est un problème très grave. Les plus de 35 ans sont licenciés et peinent à retrouver un emploi. Désormais, même les jeunes de 20 ans peinent à trouver un emploi. Quand j'ai eu mon diplôme universitaire, j'ai trouvé un emploi à 3000 yuans mensuels. Je travaillais 2 postes de 12 heures par jour. Un travail intense, mais une rémunération très basse, et ce, dans une grande ville comme Tianjin. Cette année, plus de 10 millions de diplômés universitaires intègrent le marché du travail. Avec la forte concurrence sur le marché de l'emploi, je crains que mon secteur ne soit menacé de disparition. Je travaille dans l'immobilier à Tianjin, mais personne ne gagne d'argent. Comment les gens peuvent-ils se permettre d'acheter des maisons? Je sais que les documents ont été émis d'en haut nous disant de ne pas dénigrer le marché immobilier, mais le problème clé est que les poches de tout le monde sont vides. Les gens peinent à satisfaire leurs besoins essentiels, qu'importe le prix des maisons. Ils n'ont tout simplement pas les moyens d'en acheter. Maintenant, la dernière fois que le gouvernement chinois a publié le taux de chômage des jeunes, il était de 21,3%. C'était en juin de 2023. Et après avoir annoncé un taux aussi élevé, le Parti communiste chinois a annoncé qu'il ne publierait plus ces données là à l'avenir. La logique du Parti communiste chinois était simple, pas de mesures, pas de problème. Xi Jinping a suggéré que les gens cesseraient de parler de ce problème si le Parti communiste chinois cesse de publier les données. C'est pourquoi si vous pouvez nous aider en cliquant sur le bouton « J'aime » et s'abonner en bas. Cela nous permettra de toucher plus de personnes via l'algorithme et de propager cette nouvelle. Mais de toute façon, même si le Parti communiste chinois ne publie pas ces données, nous pouvons toujours avoir une idée de la gravité de la situation depuis 2023, car les universités où ces jeunes sont diplômés, elles gardent une trace du nombre de leurs étudiants qui finissent par obtenir un emploi dans leur première année, après l'obtention du diplôme. Bien que l'échantillon universitaire soit plus petit que les données publiées par le Parti communiste chinois, c'est la meilleure information disponible. Donc, selon un rapport dans les médias chinois, le taux d'emploi des diplômés universitaires chinois en 2024 a chuté à 55,5. Cela signifie que plus de 44% des diplômés sont au chômage. C'est une grande augmentation par rapport à 21% en 2023. Et les tarifs Trump n'aident certainement pas la situation en 2025. Vous voyez, l'économie de la Chine est très déséquilibrée, et leur seule grâce salvatrice était l'économie d'exportation. Mais depuis que la guerre commerciale a commencé, les exportations sont en chute libre. Ici, nous avons le secrétaire au Trésor Scott Bessent, qui explique pourquoi l'économie de la Chine n'est tout simplement pas durable. La Chine en particulier a besoin d'un rééquilibrage. Des données récentes montrent que l'économie chinoise s'éloigne encore plus de la consommation en faveur de la fabrication.
Le système économique de la Chine, avec une croissance tirée par les exportations manufacturières, continuera de créer des déséquilibres encore plus graves avec ses partenaires commerciaux si le statu quo est autorisé à continuer. Le modèle économique actuel de la Chine est basé sur l'exportation pour sortir de ses problèmes économiques. C'est un modèle insoutenable qui nuit non seulement à la Chine, mais à l'ensemble du monde. La Chine doit changer. Le pays sait qu'il doit changer. Tous les Français savent qu'il doit changer et nous voulons aider à ce changement parce que nous avons aussi besoin de rééquilibrage. La Chine peut commencer par déplacer son économie loin de la surcapacité d'exportation et vers le soutien de ses propres consommateurs et de la demande intérieure. Un tel changement aiderait à l'équilibrage mondial dont le monde a désespérément besoin. Bien sûr, le commerce n'est pas le seul facteur des déséquilibres économiques mondiaux plus larges. La dépendance persistante envers les États-Unis pour la demande entraîne un déséquilibre de plus en plus grand. Regardez ce graphique. Ici, nous avons les 10 premières économies. Dans le monde, et nous avons aussi quelle part de leur produit intérieur brut est la consommation. La consommation, c'est principalement vous et moi qui achetons des biens. La classe moyenne américaine adore faire des achats. C'est pourquoi tant d'entreprises et de pays veulent vendre leurs produits ici. Environ 70% du produit intérieur brut américain est simplement la consommation. Maintenant, vous pouvez voir la plupart de ces 10 premières économies, et toutes ont plus de 50% de consommation dans leur produit intérieur brut, sauf une économie. Cette économie est la Chine. De nombreuses raisons expliquent encore pourquoi les consommateurs chinois n'achètent-ils pas. Mais la plus importante est certainement, ils n'ont pas d'argent. L'économie ne fonctionne tout simplement pas pour les citoyens chinois. Mais le Parti communiste chinois ne peut pas se permettre une récession. Revenons en Chine, dans les années 80. Deng Xiaoping venait tout juste de devenir le leader et il voulait que la Chine s'enrichisse. Il est allé à Singapour et il a vu quelque chose qu'il a adoré. Singapour était un pays riche et il était devenu riche en une seule génération. En fait, en quelques décennies seulement. Et surtout, Singapour n'était pas un pays démocratique, ou aimant la liberté d'expression comme dans l'Ouest. Quand il a vu tout cela, Deng a décidé qu'il voulait faire tout cela en Chine. Alors, il est retourné en Chine et a commencé à mettre en œuvre de nombreuses réformes économiques. Des réformes économiques, mais pas politiques. La démocratie et la liberté d'expression n'étaient pas en vue. Bien sûr, tout le monde dans le parti n'était pas d'accord avec Deng. Certains souhaitaient maintenir le statu quo, tandis que d'autres réclamaient davantage de réformes, y compris politiques. Mais Deng était le leader absolu. Alors il a poursuivi son plan pour mettre en œuvre des réformes économiques. Maintenant, Deng a bougé très vite, mais quand vous passez du communisme au capitalisme, les choses sont destinées à se briser un peu. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que Deng a simplement changé tout le système de recrutement en Chine. Avant, le Parti communiste chinois garantissait pratiquement un emploi aux étudiants diplômés. Mais désormais, ils devaient rivaliser pour un emploi, car les postes s'étaient attribués au mérite dans ce nouveau système. Voilà comment les choses devaient se passer en théorie. Mais dans les faits, la corruption était omniprésente. Si ton père est un officiel du parti, tu obtiendras un emploi, même en étant le plus bête de la classe. Sans un père officiel du parti, même le plus intelligent de la classe peut ne pas obtenir d'entretien. Clairement, tu peux comprendre pourquoi certains étudiants avaient l'impression d'avoir tous les aspects difficiles du nouveau système capitaliste, mais ils n'en tiraient pas les bénéfices. Alors les étudiants ont commencé à organiser des manifestations, mais c'était en 1986. Lentement, ces manifestations deviendront les manifestations de la place Tiananmen, où plus d'1 million de Chinois se sont présentés demandant des réformes politiques et économiques. Bien sûr, il y a beaucoup plus à dire sur les événements ayant mené à la place Tiananmen, mais je tenais à souligner que tout a débuté à cause de problèmes économiques. Et le chômage, c'est exactement pourquoi depuis 1989, chaque fois que le Parti communiste chinois a fait face à une récession, il dépense beaucoup d'argent pour s'assurer de s'en sortir sans trop de problèmes. De plus, le Parti communiste chinois exploiterait les marchés étrangers pour éviter l'effondrement de l'économie chinoise. Mais maintenant, d'autres pays dirigés par les États-Unis ne sont pas contents du fait que la Chine exporte simplement ses problèmes vers d'autres marchés. Cela signifie maintenant que la situation de la jeunesse chinoise s'aggrave encore plus. Ici, nous avons l'histoire d'un jeune diplômé chinois qui a postulé à 8000 emplois et qui n'a toujours pas réussi. Regardez-le vous-même. Je suis diplômé d'une maîtrise en arts libéraux de la promotion de 2025.
Depuis la saison de recrutement de l'automne dernier jusqu'à la saison de recrutement de ce printemps, tout au long du mois d'avril, je n'ai toujours pas réussi à décrocher un seul emploi. J'ai envoyé environ 8000 curriculum vitae. J'ai participé à tous les salons de l'emploi cet automne. Les gens pensent peut-être que je suis trop âgée ou pour d'autres motifs. Mais honnêtement, trouver un emploi en tant que diplômé de master en arts libéraux semble extrêmement difficile. Je ne sais pas si c'est parce que le marché du travail global est vraiment si mauvais ou si c'est quelque chose en moi personnellement. Pendant mon temps à l'école de 3e cycle, je travaillais constamment dur. J'ai reçu des bourses nationales, divers prix académiques et de conception de recherche, et j'ai même participé à des projets de conception gouvernementale de niveau provincial sous la supervision de mon directeur. Et pourtant, je suis là, sans emploi malgré mon diplôme. Mes parents ont tant investi en moi au fil des années. Tant. En ce moment, j'ai l'impression d'avoir perdu la face et de ne pas pouvoir me résoudre à ce coup irrécupérable. Les contacter. J'ai postulé partout, n'importe quel emploi maintenant. C'est extrêmement difficile. Je suis anxieuse tout le temps. Je ne peux pas dormir. J'essaye de m'occuper tout le temps. Jour. Mais j'ai constamment l'impression que ma vie est peut-être déjà ruinée. L'anxiété est permanente et je n'ai personne à qui me confier. Le seul endroit où je peux me confier un peu est ici sur Internet. Certains peuvent ne penser que j'exagère. Évidemment, le Parti communiste chinois ne craint pas une poignée de jeunes Chinois. Après tout, ce n'est pas 1989. Laissez-moi vous montrer quelque chose de l'an dernier. En novembre 2024, une tendance étrange a émergé en Chine. Des centaines de milliers d'étudiants ont commencé à louer des vélos la nuit pour faire un voyage de 37 miles, juste pour aller chercher des raviolis dans cette ville appelée Kaifeng. Les étudiants étaient assez ouverts à ce sujet. Ils voulaient juste des raviolis. Et c'est amusant de le faire avec autant de personnes sur l'autoroute lorsque l'autoroute est vide la nuit. Le Parti communiste chinois n'était pas de cet avis. Le Parti communiste chinois pensait qu'il se passait quelque chose de néfaste et ils ont décidé de sévir à nouveau contre les étudiants. Heureusement, ce n'était pas aussi grave qu'en 1989. Pédalant sous la lueur des lampadaires, des dizaines de milliers d'étudiants chinois dans une aventure impromptue de 64 km de Zhengzhou à l'ancienne ville de Kaifeng. Les étudiants font du vélo ici depuis des mois. La plupart se joignent pour le frisson, certains pour les populaires et juteux raviolis géants à la soupe, d'autres simplement pour se défouler. Sous la pression intense de trouver un emploi, l'économie de la Chine est en spirale. Le chômage des jeunes est en forte hausse. Nous voulions relever le défi de faire du vélo partagé jusqu'à Kaifeng. On n'est jeune qu'une fois. Certains cyclistes portent des drapeaux chinois. D'autres chantent l'hymne national. Les médias d'État ont même diffusé cette vidéo virale des étudiants scandant leur passion. Puis est devenue la répression. Les autorités ont fermé les principales pistes cyclables ce week-end pour des raisons de sécurité et de circulation. Les entreprises de vélo-partage ont lancé des avertissements. Des universités ont interdit aux étudiants de quitter le campus. Je pense que nous pouvons tous dire le Parti communiste chinois est clairement préoccupé par ce problème de chômage des jeunes. Et c'est pourquoi ils ont cessé de publier les données. Et c'est pourquoi ils sont effrayés par le moindre petit rassemblement que les étudiants organisent. Le Parti communiste chinois craignait que ce rassemblement, qui n'était pas petit, ne devienne beaucoup plus dangereux pour le régime. Et ces inquiétudes ne vont pas ralentir de sitôt. Le Parti communiste chinois a publié les estimations officielles du produit intérieur brut chinois pour le premier trimestre, indiquant une croissance de 5,4% dépassant les attentes. Mais quelques jours plus tard, les chiffres officiels des recettes fiscales chinoises sortent et ils ne correspondent pas du tout. La collecte d'impôts du Parti communiste chinois est en baisse de 3,5%. Comment se fait-il que le produit intérieur brut augmente et que la collecte d'impôts diminue ? En fait, si nous regardons les données historiques, cette fois c'est clairement une anomalie. Le graphique montre que les recettes fiscales augmentent généralement avec la croissance du produit intérieur brut. Ce n'est pas une correspondance 1 à 1, mais la tendance est très similaire, sauf ces dernières années. Alors, que s'est-il passé ces dernières années ? La Chine fait face à une crise immobilière persistante due à l'éclatement d'une bulle de dette. De plus, les dépenses des consommateurs diminuent constamment, tandis que les tarifs augmentent, ce qui entraîne une baisse des exportations. Malgré tous ces obstacles, le Parti communiste chinois parvient toujours à atteindre ou dépasser ses objectifs de croissance du produit intérieur brut, ce qui est surprenant. Mais les recettes fiscales ne correspondent pas. La conclusion est donc évidente.
Le Parti communiste chinois invente des chiffres de produit intérieur brut pour bien paraître devant le monde. En réalité, les chiffres du produit intérieur brut ne correspondent pas à leurs mensonges. La Chine ne gagne pas, vous ne le sauriez pas, parce qu'ils censurent et manipulent étroitement les données économiques qui les font paraître mauvais. La Chine aura besoin d'énormes dépenses de l'État pour la croissance du Parti communiste chinois cette année. Le produit intérieur brut des États-Unis croît simplement à cause de l'investissement direct étranger, de l'achat de bons du trésor et du stationnement de liquidités sur les marchés. Les producteurs n'ont jamais battu les consommateurs. La Chine ne peut pas exporter pour sortir d'une baisse du produit intérieur brut. La guerre commerciale entraîne une chute du produit intérieur brut chinois de 20% et du produit intérieur brut américain de 6%. La douleur à court terme est tolérable pour l'Occident, mais la séparation de la production chinoise nuit durablement à l'économie de la Chine. Voici un excellent extrait de Stéphane Miron, conseiller économique de l'administration Trump. Et il explique pourquoi la Chine ne peut pas se permettre cette séparation. Maintenant, quand vous pensez à cela avec les tarifs, vous dites « Ok, qui est flexible et qui est inflexible ?» Nous pouvons réallouer notre demande à travers les frontières. Les usines existantes sont immobiles, coincées à leur emplacement actuel. La Chine a établi des usines pour vendre aux consommateurs américains. Ils ont entraîné des employés à vendre sur le marché américain. Nous pouvons déplacer notre demande au-delà des frontières, contrairement aux usines et citoyens qui sont figés sur place. Ainsi, les incidents leur incomberont, comme dans le cas de la taxe foncière. Le processus ne se déclenche pas automatiquement dès le premier jour. Mais cela arrivera-t-il en pleine maturité du temps? Absolument. C'est simplement l'économie de base des incidents en finances publiques. Si l'incidence retombe sur d'autres pays inflexibles, les Chinois doivent désormais trouver un autre endroit pour absorber leurs demandes et leur excès d'offres. Devinez quoi? Il n'y a aucun autre endroit pour absorber leur excès d'offres. Qui achètera autant que les consommateurs américains? Personne, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre endroit pour absorber leur excès d'offres. Revenons maintenant à ce rapport. La Chine n'est pas un innovateur, elle doit donc produire en masse pour rester pertinente. La Chine fera des concessions, évitant ainsi d'être dévastée. Un important stimulus était nécessaire pour favoriser les échanges commerciaux. La demande a fortement diminué, entraînant un chômage élevé chez les jeunes. La croissance fiscale ne suit pas celle du produit intérieur brut. Arrêtons-nous ici. Et parlons de ce problème, car une partie du commerce avec la Chine nuisait directement aux entreprises américaines. Même s'ils ne fabriquaient pas en Chine. Disons que vous venez d'inventer un nouveau basketball, un type de ballon qui ne se dégonfle jamais. Vous brevetez l'idée, puis vous commencez une usine ici même en Amérique, et commencez à fabriquer le ballon pour le vendre aux consommateurs américains. C'est un succès massif, et devinez ce qui va se passer. Les entreprises chinoises vont simplement copier votre idée. Elles ne respecteront pas votre brevet. Puis elles produiront ce ballon, fabriqueront ce ballon en Chine, l'expédieront ici, et le vendront aux consommateurs américains pour 30-40% moins cher, et vous feront sortir du marché. Et vous ne pouvez rien faire car vous ne pouvez pas aller en Chine et poursuivre l'entreprise. La loi chinoise ne le permet pas. Et c'est volontaire. La Chine ne veut pas respecter la propriété intellectuelle des autres pays. Ils veulent que leurs entreprises copient les propriétés intellectuelles, éliminent la concurrence étrangère, produisent en Chine et y rapportent de l'argent. C'est pourquoi une grande partie de l'accord commercial qui sera, espérons-le, négocié à l'avenir, portera sur la protection de la propriété intellectuelle pour les entreprises américaines. Parce que les Américains ont perdu presque 600 milliards de dollars chaque année, à cause du vol de propriété intellectuelle par les entreprises chinoises. Cela nous amène à notre prochain point. Vous voyez, la Chine doit continuer à exporter autant de choses là-bas, parce que la Chine est également un grand importateur de matières premières critiques, comme le pétrole, le gaz naturel liquéfié et la nourriture. La Chine est le premier importateur mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Et en plus de cela, la Chine importe environ 40% de leur nourriture chaque jour d'autres pays. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la Chine a besoin de dollars pour acheter toutes les choses qui maintiennent la société chinoise en marche. Si les exportations ralentissent, la Chine ne gagnera pas les dollars nécessaires pour ses importations. Peu probable à court terme, mais si la guerre commerciale se prolonge pendant 2-3 ans, la Chine pourrait avoir des problèmes d'approvisionnement en dollars. C'est donc elle qui doit venir négocier, selon la Maison-Blanche aujourd'hui. Voyons si nous pouvons faire un peu de nouvelles ici. Quel est le calendrier pour la réduction des tarifs contre la Chine? Le président était ambigu à ce sujet. Selon Scott Besson, cela n'arriverait pas avant le début des négociations. Soyons clairs, il n'y aura aucune réduction unilatérale des tarifs contre la Chine.
Le président a affirmé que la Chine doit parvenir à un accord avec les États-Unis. Et nous sommes optimistes que cela se produira. Et lorsque cela se poursuivra, ce sera au président de décider du taux de tarif sur la Chine. Mais nous devons certainement aussi voir une réduction des tarifs et des barrières tarifaires non monétaires de la part de la Chine. Et nous devons également continuer à voir ces entreprises à l'étranger ramener leur production aux États-Unis d'Amérique afin que nous puissions renforcer ces chaînes d'approvisionnement critiques. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante.